Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un film espagnol de science-fiction à suspense de 2013, intitulé Les Derniers Jours. Spoiler à venir, soyez attentifs et faites attention. En l'an 2013, une mystérieuse épidémie se répand sur la planète, provoquant chez les gens une peur irrationnelle de sortir. S'ils le font, ils meurent en quelques secondes. Bientôt, les rues de toutes les villes et villages du monde entier deviennent des terrains vagues, où il n'y a pas une seule personne dehors. Marc Delgado vit sur son lieu de travail depuis 3 mois, se nourrissant de la nourriture de la cafétéria et aidant ses collègues à creuser un passage dans le parking qui pourrait les mener au métro. Un jour, il remarque que quelqu'un a brisé la vitre d'une voiture pour voler un GPS, ce qui le met en colère et l'incite à creuser de manière plus agressive. Cela s'avère être une chose positive, car grâce à lui, ils finissent par briser le mur et trouvent un moyen sûr de sortir du bâtiment. Tout le monde se prépare à partir et, alors qu'il fait la queue pour obtenir des provisions, Marc ne peut s'empêcher de remarquer que l'un de ses chefs, Enric, a le GPS dans son sac. Marc décide de le suivre et de le confronter à ce sujet, et Enric accepte de parler en privé à condition que Marc n'en parle à personne d'autre. Marc commence à se rappeler comment il a rencontré Enric. Il y a plusieurs mois, l'homme avait été engagé pour s'occuper des problèmes de productivité de l'entreprise et était connu pour être impitoyable lorsqu'il s'agissait de traiter les employés, les licenciant sans hésitation si nécessaire. Lorsqu'il a convoqué Marc dans son bureau, il l'a grondé pour avoir pris tant de temps avec le projet, refusant d'entendre à quel point le processus de programmation est difficile, et lui a donné un ultimatum. Il devrait avoir terminé avant la fin du mois où il perdrait son emploi. Marc reste jusqu'à tard au bureau, travaillant sur son code et devenant de plus en plus frustré à chaque fois qu'il échoue. Sa petite amie Julia l'a appelé pour lui dire qu'elle et son amie Andrea fermaient leur boutique et Marc lui a promis qu'il serait là pour le dîner. Cependant, son ordinateur s'est bloqué et il a fini par rester plus longtemps que prévu. Lorsqu'il arrive enfin à son appartement, il remarque que son voisin a ouvert sa porte juste pour le voir arriver et que sa petite amie a déjà dîné sans lui. Il la trouve en train de fabriquer des jouets pour sa boutique, et alors qu'elle regarde une marionnette qu'elle envisage de garder pour l'avenir, elle aborde le sujet d'avoir un bébé, ce à quoi Marc répond qu'il ne pense pas que ce soit le bon moment. Plus tard dans la nuit, il n'arrivait pas à dormir, alors il a regardé la télévision. Les nouvelles parlaient d'un adolescent canadien qui avait enregistré son suicide après avoir passé 6 mois dans sa maison sans en sortir par peur. Le lendemain matin au travail, tout le monde regardait le même clip, ce qui a poussé Rovira, une collègue de Marc, à quitter nerveusement les lieux. Un autre collègue lui a fait remarquer qu'il n'a pas changé de vêtements ni pris de douche depuis des jours. De retour dans le présent, Marc explique à Enric qu'il veut retrouver sa petite amie et que le seul moyen de naviguer correctement dans les tunnels du métro est le GPS, car les téléphones n'ont plus de signal. Il propose un marché à Enric. S'il conduit Marc à sa petite amie, il lui donnera tout le matériel qu'il a pris dans le casier de Rovira. Enric dit d'abord non, mais il change d'avis assez rapidement lorsque Marc menace de parler à tout le monde du GPS volé. Après avoir dit au revoir à leurs collègues, les deux hommes entrent dans les tunnels du métro. Le GPS fonctionne bien, mais il le garde éteint pour économiser la batterie, et pour l'instant, il se contente d'un plan de métro. Il y a déjà beaucoup de monde en bas, et ils entendent même des coups de feu, alors ils se dépêchent jusqu'à arriver à la station qui est remplie de survivants d'un mur à l'autre. Soudain, un adolescent vole le sac d'Enric avec le GPS. Marc et lui se mettent à le poursuivre dans la gare, le suivant à l'étage et évitant même un incendie, jusqu'à ce qu'ils parviennent à une zone située derrière le tourniquet. Le gamin rejoint 3 hommes dont son frère, ancien flic, qui porte une arme. Alors que la ville commence enfin à perdre toute son énergie, le flic les fait tomber à genoux pendant que son frère trouve les GPS dans le sac à dos, puis il s'approche pour prendre également le sac de Marc. Lorsque les lumières s'éteignent également à l'intérieur du commissariat, Enric saute sur le flic et se bat avec lui pour l'arme tandis que Marc s'attaque au garçon et récupère le GPS après qu'il soit tombé par terre et que son écran soit fissuré. Avec le sac en sécurité dans ses bras, Marc se cache derrière une colonne, tandis qu'Enric parvient à prendre l'arme du flic et le tue avant de blesser son partenaire d'un coup de feu également. Puis il rejoint Marc et ensemble ils s'enfuient, se mêlant facilement à la foule, grâce à l'obscurité qui s'est maintenant emparée des lieux. Ils s'arrêtent près des escaliers pour panser la coupure d'Enric à la main et pour vérifier si le GPS fonctionne toujours après sa chute. Heureusement, c'est le cas. Quand Marc voit qu'Enric garde l'arme, il pense qu'il va être laissé pour compte, mais Enric dit qu'il va respecter sa part du marché. Marc se remet à penser aux jours précédant le confinement.
Un matin, alors qu'il quittait son appartement pour aller travailler, il a entendu un grand nombre de mouches chez son voisin et a remarqué que la porte était ouverte. Il est donc entré pour voir ce qui se passait. Il a trouvé l'appartement entier rempli de sacs poubelles et une odeur putride qui l'a fait tousser. Son voisin l'a trouvé et l'a attaqué avec un couteau, se demandant pourquoi il est entré alors qu'il ne s'était jamais intéressé à lui auparavant et ne connaissait même pas son nom. Mark lui a demandé combien de temps il était resté à l'intérieur et l'homme a répondu qu'il n'avait pas quitté l'appartement depuis des mois. Il a essayé mais il avait trop peur et ne pouvait pas le faire. Ensuite, Mark est allé au travail où il a vu Rovira se faire traîner par des agents de sécurité après avoir été licencié pour avoir dormi au bureau et n'être jamais rentré chez lui. Mark les a suivis pendant que Rovira essayait de se débattre en vain. Les gardes l'ont traîné dehors et il a immédiatement commencé à convulser. Ayant une idée de ce qui se passait, Mark a demandé aux gardes de l'aider à le ramener à l'intérieur. Mais il était trop tard. Rovira était déjà mort. Par la suite, Mark a vérifié le casier de Rovira et a trouvé un tas de fournitures de survie, comme une lampe de poche, une bonne de gaz et des conserves. Plus tard dans la soirée, il a raconté à Julia ce qui s'était passé et comment il pensait que quelque chose de grave se passait. Julia le réconforte et ils font l'amour. De retour dans le présent, Mark se réveille de sa sieste et ne voit Henrik nulle part. Il pense donc qu'il l'a abandonné, mais Henrik apparaît bientôt avec un sac en plastique qu'il a récupéré pour protéger le GPS des dégâts des eaux. Les deux hommes retournent dans les tunnels du métro où Mark tente de savoir ce qui attend Henrik à sa destination. Mais celui-ci refuse de répondre. Il remarque également qu'Henrik conserve les grains de tout ce qu'il mange, comme les pommes. Quelques instants plus tard, avec l'aide du GPS, ils trouvent une entrée des égouts et sautent à l'intérieur, sans se blesser car l'eau amortit leur chute. Ils utilisent à nouveau le GPS pour trouver leur chemin et finissent par arriver dans la zone située sous l'immeuble de Mark. Pour entrer, ils ont un plan simple. Ils suspendent la bonbonne de gaz au tuyau du plafond et la font exploser en tirant dessus avec le pistolet. Henrik ne réussit pas à s'en tirer, alors Mark prend la relève et essaie lui-même, échouant également son premier essai en faisant saigner son oreille à cause du bruit. Mais lorsqu'il essaie à nouveau, il fait mouche et l'explosion qui en résulte le renvoie au sol. Henrik l'aide à se relever et ensemble, ils escaladent les débris et passent par le trou pour accéder au bâtiment, qui tout comme la gare est également rempli de réfugiés. Son ancien voisin vit toujours dans le même appartement, mais la porte de celui de Mark a sa serrure cassée. Ils peuvent voir un œil qui les regarde à travers le judas et cela rend Mark furieux, qui commence à crier et à pousser la porte retenue par un homme, parlant dans une langue étrangère. Profitant de la main explosée de l'homme, Mark la mord, ce qui le fait reculer et lui permet enfin d'entrer chez lui. L'homme les menace avec un couteau et Henrik sort son arme en retour. Ils sont dans une impasse jusqu'à ce que la femme et la fille de l'homme arrivent. La petite fille comprend leur langue et explique qu'ils n'avaient nulle part où aller, alors ils ont pris l'appartement parce qu'il était vide. Après que les deux hommes aient déposé leurs armes, Mark leur dit que l'appartement lui appartient et prend une photo de Julia sur le mur pour leur demander s'ils l'ont vue. Mais ils jurent qu'il n'y avait personne à leur arrivée. Ensuite, ils font le tour de l'endroit. Henrik ne trouve aucune nourriture dans le réfrigérateur, mais il y a des colombes mortes que l'on prépare pour les manger, et un vieux sac de pop-corn dans la poubelle duquel il récupère les graines. Il prend également un couteau de cuisine avec lui. Mark, quant à lui, se rend à la table de travail de Julia, et après avoir trouvé sa marionnette, il s'empare d'un dessin que la petite fille a fait et tourne à la feuille de papier quand il voit le nom d'un médecin dans le coin. C'est la photo d'une échographie car Julia est enceinte depuis la dernière fois qu'il l'a vue et il ne le savait pas. Mark commence à se souvenir de leurs derniers moments ensemble. Ils regardaient les informations sur la pandémie qu'ils appelaient la panique, qui causait de plus en plus de morts dans le monde. Le gouvernement demandait aux citoyens de rester calmes et de continuer à mener leur vie quotidienne comme d'habitude, ce qui rendait Mark furieux. Son humeur a empiré lorsque les informations ont montré des femmes enceintes accouchant dans des conditions horribles et qu'il a commencé à fulminer contre l'irresponsabilité de tout cela. Ce qui a fait comprendre à Julia qu'il n'avait jamais vraiment voulu d'enfant et que toutes les raisons qu'il avait données au fil des ans n'étaient que des excuses. Bouleversée et en pleurs, elle s'est enfuie et s'est enfermée dans la salle de bain, l'ignorant lorsque Mark a essayé de lui parler à travers la porte. Il est alors parti au travail, remarquant déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues et que les ordures sont tassées dans les poubelles. Un homme dans le métro portait même un masque. Lorsqu'il est arrivé au bureau, il a appelé Julia, mais c'est Andrea qui a décroché son téléphone, lui disant que Julia ne voulait pas lui parler pour le moment. Désespéré, Mark décide d'y retourner. Surtout après que le téléphone et les télévisions voisines aient perdu leur connexion.
Cependant, dès qu'il a mis le pied dehors, il a commencé à se sentir mal. Il a donc dû retourner en courant à l'intérieur et y rester définitivement. De retour dans le présent, il a commencé à pleuvoir. Alors Mark et Henrik aident la famille à recueillir de l'eau en utilisant une vieille civière. Bientôt, dans toute la ville, les gens utilisent des bâtons pour mettre des seaux et des pots sous la pluie afin de remplir leurs réserves d'eau. Le soir, Henrik sculpte 2 lances à partir de manches à balai et Mark remplit diverses bouteilles avec l'eau nouvellement acquise. Il met également la marionnette de Julia dans son sac. Ils retournent dans les égouts au matin et lorsqu'ils arrivent à un croisement, ils se disputent sur le chemin à choisir. Mark veut aller au centre commercial où Julia travaillait pour voir si elle y est. Mais Henrik refuse, disant que son marché était seulement de l'emmener à son appartement et que ce n'est pas sa faute si elle n'était pas là quand ils sont arrivés. Il sort même son couteau pour se défendre et se demander à voix haute si Julia est encore en vie, ce qui rend Mark furieux et le pousse à lui sauter dessus pour le frapper. Dans la lutte, Henrik laisse tomber le couteau et marque la lampe de poche qui se brise en touchant le sol. Les 2 hommes mettent fin à la bagarre et Mark exige de savoir ce qu'Henrik a de plus important que sa femme et son bébé. Henrik finit par avouer qu'il veut se rendre à l'hôpital où son père séjourne depuis qu'il a perdu la capacité de bouger à cause d'une embolie. Il dit également à Mark qu'il pourrait l'accompagner car une fois à l'hôpital, le GPS pourrait lui appartenir. Après quelques hésitations, Mark accepte. Le duo trouve des escaliers qui les mènent à l'intérieur d'une église. En regardant autour d'eux, ils trouvent un briquet et une gourde contenant encore de l'alcool. Ils utilisent donc les 2 objets et du bois pour allumer un feu. Il semble que la lumière ait attiré l'attention de quelqu'un, car ils entendent des bruits à proximité, alors ils prennent leur lance et vont enquêter. Ce qu'ils trouvent à l'arrière de l'église est une surprise, c'est un ours qui se met rapidement à les poursuivre. Mark est sur le point d'atteindre les escaliers de l'égout lorsqu'il remarque qu'Henrik est tombé et que l'ours est sur lui. Alors il décide de rester et d'aider. Il pique l'animal avec sa lance pour le détacher d'Henrik, qui se précipite vers le feu de camp et allume une torche pour tenir l'ours à distance. Mais cela ne suffit pas, l'ours avance et les pousse vers les portes qui les mèneraient à l'extérieur. Alors Mark trouve un plan. Il demande à Henrik de lâcher la torche et quand il le fait, l'ours en profite pour lui sauter dessus. Alors Mark le reçoit avec sa lance pointée sur lui, ce qui fait que l'ours s'empale dessus. Les 2 hommes ne peuvent s'empêcher de rire lorsqu'ils trouvent une étiquette indiquant que l'ours vient du zoo de Barcelone. Quelques instants plus tard, ils mangent la viande d'ours qu'ils ont fait rôtir sur le feu. Henrik remercie Mark d'être resté au lieu de s'enfuir avec le GPS et admet qu'avant tout cela, il aurait licencié même s'il avait terminé le projet dans les temps. Mais cet aveu ne fait que les faire rire à nouveau. Henrik avoue également qu'il a peur que sans son père, personne ne s'aperçoive de sa mort et qu'il y a des choses importantes dont il doit encore lui parler. En retour, Mark lui dit qu'il a dit à Julia qu'il ne voulait pas d'enfant, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Il avait juste peur de ne pas pouvoir s'occuper de l'enfant et de le protéger. Une peur qui n'a fait qu'empirer dans la situation actuelle. Quelques heures plus tard, il retourne dans les égouts et tombe sur une famille venant de la direction opposée. L'un d'eux est blessé, il leur demande de les accompagner à l'hôpital, mais ils leur répondent par une mauvaise nouvelle. Les rumeurs disent que l'hôpital où se trouvait le père d'Henrik a brûlé. Pris de panique, Henrik se précipite vers la porte la plus proche et entre dans un bâtiment, où il grimpe les escaliers jusqu'à ce qu'il atteigne un étage suffisamment élevé pour surveiller la ville. Et confirmer les rumeurs. L'hôpital a effectivement brûlé. Ayant l'impression de n'avoir plus aucune raison de vivre, Henrik brise la fenêtre avec une chaise et s'apprête à sauter, mais Mark le repousse à l'intérieur et lui dit qu'il a besoin de lui. Henrik n'est pas d'accord, alors il offre à Mark les graines de son futur bébé et lui dit de partir. Après avoir traversé à nouveau les égouts, Mark atteint enfin le centre commercial, dans lequel il entre par un parking rempli de cadavres. Ignorant la sensation d'être suivi, il se précipite vers la boutique de Julia, mais il ne trouve que le corps de la mère d'Andrea. Devenant incroyablement désespéré, il regarde tous les papiers et cahiers, mais ne trouve aucun indice. Alors il jette tout par terre avec colère et pleure jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose dans le miroir. Après avoir nettoyé la poussière, il trouve un mot d'Andrea pour sa mère, disant qu'elles sont coincées dans la section supermarché du centre commercial. Mark se précipite vers cette zone, qui a été barricadée pour que les personnes qui quittent l'étage ne puissent plus venir leur voler de la nourriture. Les hommes qui les gardent menacent Mark avec un arc, alors il sort une photo qu'il a apportée de son appartement et explique qu'il ne veut pas d'ennui. Il veut juste retrouver sa petite amie. L'un des hommes va à l'arrière pour voir si Julia est là avec eux, et en attendant, Mark voit des ombres bouger derrière lui. Soudain, un groupe de personnes qui le suivaient sort, profitant de la distraction créée par Mark pour s'introduire dans le marché et se battre pour la nourriture.
Alors que les deux groupes s'affrontent violemment, Marc entre également dans le marché et cherche Julia, mais trouve Andrea à la place. Elle mentionne qu'elle a vu Julia pour la dernière fois avant d'aller chez le médecin et, après avoir repoussé un attaquant, elle guide Marc vers une sortie proche. Cependant, ils sont séparés lorsqu'une poutre en feu tombe du plafond entre eux, piégeant Andrea entre les flammes et le monde extérieur. Elle ouvre les portes et Marc l'encourage à sortir, mais elle ne peut s'y résoudre et meurt lorsqu'une partie du plafond lui tombe dessus. Marc ne perd pas de temps et commence à courir dans la direction opposée, mais il se fait sauter dessus par l'un des pillards fous. Il est sur le point d'être poignardé quand soudain Enrique apparaît et repousse le gars avant d'aider Marc à se relever en lui disant qu'il savait qu'il aurait encore besoin de lui. L'agresseur n'est pas parti pour autant et il s'approche à nouveau pour poignarder Enrique dans l'estomac. Enrique le repousse à nouveau et s'apprête à l'empaler avec sa lance lorsqu'il s'aperçoit que ce n'est qu'un enfant et décide de l'épargner. Prétextant que sa blessure n'est pas grave et qu'il va bien, Enrique dit à Marc qu'ils doivent se dépêcher de quitter le centre commercial avant que le bâtiment ne s'effondre. Il traverse les égouts une fois de plus jusqu'à ce qu'il trouve un trou dans le plafond que quelqu'un d'autre a creusé. Et quand il grimpe à l'extérieur, il se retrouve dans une salle de cinéma. Il n'y a personne, alors Marc s'approche de la porte vitrée et voit que le cabinet médical de Julia est de l'autre côté de la rue. Mais il lui est impossible de l'atteindre comme ça, car le tunnel est bloqué. Désespéré, il monte à l'étage et regarde par la fenêtre pour essayer de trouver Julia dans l'autre bâtiment. Cela lui prend un moment, mais il finit par la voir. Et quand il la voit, il commence à l'appeler par son nom et à frapper sur la fenêtre, espérant qu'elle le verra aussi. Au début, on dirait qu'elle ne se retournera jamais, mais il semble que la tactique de Marc ait un bon effet car Julia se retourne soudainement et le couple se voit enfin et pleure de bonheur. Marc se précipite en bas pour annoncer à Enrique la nouvelle de Julia, pour le trouver assis au théâtre en train de se vider de son sang. Il veut chercher quelque chose pour panser la blessure, mais Enrique ne laisse pas faire, affirmant que son heure est venue. Ces derniers mots sont une demande à Marc d'arrêter de pleurnicher et de traverser la rue pour retrouver sa famille une fois pour toutes. Enrique meurt alors, et Marc prend un moment pour le pleurer, avant de suivre son conseil. Julia et lui parviennent tous deux à leurs portes respectives et, après quelques hésitations, Enrique sort enfin. Il se sent immédiatement malade et étourdi. Ses oreilles se mettent à saigner et il a du mal à marcher. Mais en gardant les yeux sur Julia, il parvient à continuer même après être tombé, rampant le reste du chemin alors qu'une lumière blanche brillante devient la seule chose qu'il peut voir autour de lui. Soudain, le visage de Julia apparaît au-dessus de lui et, alors que la lumière se disperse, Marc se rend compte qu'il a réussi à traverser la rue et à atteindre l'immeuble, retrouvant enfin sa bien-aimée. Le couple reste dans cet immeuble et y commence une nouvelle vie, récupérant l'eau de pluie et faisant pousser les graines d'Enrique. Leur garçon est né fort et en bonne santé, et lorsqu'il apprend à marcher, il sort seul, prouvant ainsi que la nouvelle génération n'est pas affectée par la panique. Plusieurs années plus tard, un groupe d'adolescents errants se présente à leur porte. Marc et Julia décident alors de laisser leur fils les rejoindre pour qu'il ait la chance de connaître le monde extérieur et peut-être de reconstruire la société à partir de zéro.